Revenu du patrimoine, c'est quoi concrètement? Bah, pour faire simple, en fait, attention à pas faire une confusion. C'est ce que souvent font les gens, c'est que les gens ils pensent à patrimoine, patrimoine immobilier. Là, pour le cas présent, on va être complètement déconnecté du patrimoine immobilier. Quand je Mhm. parle de revenu du patrimoine et la fiscalité qui est associée au revenu du patrimoine, comment dire, on va parler de tout ce qui touche au placement d'épargne, mais vraiment épargne financière, mais dans le sens large et vraiment dans. C'est ça qui est aussi facile à comprendre, c'est que c'est vraiment tous les produits de placement. Alors que Mhm. ce soit des placements, on l'avait vu dans d'autres vidéos, qui peuvent être à capital garanti. On avait Oui. parlé de tout ce qui est épargne à capital garanti, comment dire, mais qui est très peu rémunéré aujourd'hui. Voilà. Mhm. Mais ce sont quand même des revenus du patrimoine, même si c'est un placement qui rapporte 0,5% par an. C'est ça. Et on peut mettre dedans, bien sûr, et on va mettre dedans aussi tout ce qui est revenu de valeur mobilière. Alors, quand je parle de revenus de valeur mobilière, je suis très vague. Hein. Les valeurs mobilières, c'est tout ce qui n'est pas à capital fixe et garanti par l'État ou par l'assureur ou par la banque. Mhm. Donc, on va mettre dedans les actions en détention pure. On va prendre une action totale que vous détenez. Exact. Euh, Si vous la revendez et que on va prendre Total, hein, tout le monde connaît Total. Si vous la revendez et que vous l'achetez 5 000 euros et que vous la revendez 6 500 euros, vous avez une plus-value de 1 500 euros. Donc C'est ça. ça, c'est important à retenir, cette plus-value, parce que je suis sur un exemple de plus-value par la suite. Donc vous retenez, vous avez un prix d'achat, un prix de vente, vous gagnez de l'argent, vous revendez, vous avez 1 500 euros, mais vous pouvez aussi, parce que vous en avez marre et que ça baisse, acheter ce titre 5 000 euros ou un autre titre, un Total ou une autre valeur, et la revendre 3 500 euros. Cette fois-ci, on n'a plus de plus-value, au contraire, on a une moins-value. C'est Mais c'est ça. aussi important à retenir parce que cette moins-value, elle peut nous être utile justement. Donc voilà, ça aussi c'est une règle à savoir, c'est que les gens pensent toujours en plus-value de cession, mais il y a aussi une possibilité de faire des moins-values. Alors on va se dire c'est compliqué à comprendre qu'il y ait des gens qui vendent en moins-value, mais au niveau d'une stratégie patrimoniale, ça peut s'expliquer aussi. Mais on va y revenir plus tard. OK. Donc voilà. Donc j'ai pris mon exemple d'action totale. Ça peut être aussi une obligation. Donc une obligation, on va prendre pareil une obligation totale, même si je suis pas du tout un spécialiste des obligations. Donc pareil, on a vu la définition d'une obligation. Donc on va vous donner un rendement fixe. Donc cette obligation totale, si elle se revend, elle peut aussi faire une moins-value ou une plus-value. Et cette Mhm. obligation, elle sert à un coupon. Un coupon, c'est le revenu de l'obligation. Lui Mhm. aussi va être concerné par les revenus du patrimoine. Bon, jusque-là, je pense que tout le monde me suit, c'est assez clair. Donc, ça peut être aussi une SICAV. Hein. On avait vu la définition des SICAV. Donc, un ensemble d'actions, un ensemble d'obligations, ou ça peut être une SICAV qu'on appelle mixte, hein, avec une partie action, une partie obligation, en pourcentage qui peut différer. Ça peut être aussi, ce qui est proche d'une SICAV, ce qu'on avait vu, un tracker ou ETF. Donc, Ouais. un tracker ou un ETF, je resitue. On va faire simple, c'est comme une SICAV, donc c'est un ensemble d'actions ou d'obligations, mais le tracker ou le ETF, il suit au dixième de point près, on va dire, C'est un la miroir. performance de l'indice. Donc, si vous avez ce qu'on connaît tous, le CAC 40, un tracker CAC 40, si le CAC 40 gagne 8% sur l'année, je dis n'importe quoi, 2022, le tracker ou le l'ETF va suivre exactement la performance du CAC 40. Ouais. Exact. Donc, voilà. On l'avait déjà vu, il me semble. C'est. On avait dit que c'était un miroir, en fait, de l'indice. Grosso C'est modo, le ça. miroir. Le terme que tu choisis est pertinent, un miroir. Ouais, c'est vrai que ça marque bien comme terme. Oui, je vais le reprendre, ça, comme expression, un miroir. Voilà, on peut être là-dessus. Donc, on a vu, donc, on a des rendements à capital fixe qui sont financés, enfin, tout ce qui est, comment dire, déterminé à l'avance au niveau du prix et où il n'y a pas de perte de capital. Donc, Mhm. dedans, je peux citer aussi, qu'est-ce que je pourrais citer? Les CEL et les PEL. PEL, tout le monde connaît. Donc, les PEL, on a bien un capital qui est garanti, le montant du PEL, ainsi que l'intérêt qui va être garanti. Par exemple, 2% par an, vous avez 2% par an. Brut, garantie. Brut, c'est important, la notion de brut. On va le voir pour la taxation par la suite. Parce qu'on parle bien sûr de rendement brut et de rendement net. Le rendement brut, c'est le rendement avant impôt, puisque aujourd'hui, pratiquement aucun placement n'échappe à l'impôt, et c'est le but de notre vidéo, voir comment on peut diminuer ça.
façon des fois assez importante. Et le rendement net, c'est ce que vous avez dans la poche sur votre compte en banque. Alors, donc, aujourd'hui, enfin depuis 2018, et que Macron est au pouvoir, il a décidé de simplifier les revenus du patrimoine, du capital. Alors, parce qu'aujourd'hui, en fait, si vous voulez, vous avez, si vous faites rien dans votre déclaration d'impôt et que vous avez des revenus, donc pareil, un dividende d'action, SICAV que vous revendez avec une plus-value ou titre que vous revendez avec une plus-value, etc., comme je l'ai défini, vous êtes taxé d'office à 30%, ce qu'on appelle le prélèvement libératoire forfaitaire. Exact. Ce prélèvement libératoire forfaitaire, en fait, ça veut dire vous cherchez pas à comprendre, vous achetez, on va revenir sur mon exemple de Total de tout à l'heure, vous avez dit que vous l'aviez acheté 5 000, vous le revendez 6 500, vous gagnez 1 500 euros, ces 1 500 euros sont taxés d'office à 30%, donc vous lâchez, ça ferait 450 euros. Ah ouais, donc là, ça, le mérite, c'est le mérite de la simplicité, quoi. 30%. C'est ça. Ok. Alors, cette idée, elle vient aussi des autres pays européens, puisque je vais dire, je suis pas un spécialiste de la fiscalité de tous les pays du monde ou des États-Unis, mais en général, on va dire que dans 80-85% des pays européens, des pays riches, ou États-Unis, Canada, on a ce système-là de prélèvement libératoire forfaitaire. Alors, c'est quelque chose où on avait émis des critiques, puisque vous allez comprendre vite pourquoi. Quelqu'un qui est dans la tranche marginale d'imposition, avant, c'est-à-dire la tranche la plus importante d'imposition, elle est de 45%. Avant, il cédait son titre Total, il payait 45% dessus, plus les incompressibles prélèvements sociaux, parce que vous savez que vous avez les prélèvements sociaux, la CSG, RDS sur tous les placements. Donc, il payait 45 plus pratiquement 18. Donc, c'était énorme. Et donc là, le riche qui vend le même titre, il est tranquille, il paye 30. Ça lui fait baisser beaucoup sa fiscalité. Ah oui, au lieu de payer 63, il se retrouve à payer, ça. il se retrouve à payer 30, quoi. T'as tout compris. Donc c'était ça les critiques qu'on émettait. On disait oui, c'est ça aussi qui lui a valu aussi le surnom de président des riches. Automatiquement, ça favorise plus le mec qui a des revenus énormes, même s'ils sont peu nombreux, que le mec qui est smicard, puisque les deux vont payer 30%. Donc quelque part, il y a un côté aussi socialement pas très juste, quoi. Donc jusque-là, en fait, c'était ça, en fait, l'idée de ce prélèvement forfaitaire libératoire. Est-ce que c'est équitable ou pas? Moi, je trouve ça normal que si tu demandes à l'un de payer 30%, que l'autre paye 30%. Ah bah justement, c'est philosophique. Ça, c'est une vision plus libérale des choses que tu as, en fait. Hein. Ça veut dire que tu estimes, c'est un débat philosophique, que tu estimes que tu sois très riche ou beaucoup moins fortuné. Si tu fais un placement et que tu dégages une plus-value de ce placement, tu dois payer la même chose. Voilà, parce que devant une équité et un taux normal, et tu pars du principe que le riche, lui, il doit pas être tabassé à 63% et il doit payer 30% comme le pauvre. Ben oui, parce que les gars, tu prends le même exemple avec la TVA. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, on paye tous la TVA à 20%, tu vois. Et donc, tout à fait, c'est vrai ce que tu dis. Sauf que la TVA, oui, on va dire que c'est un impôt indirect, on va dire, on peut le qualifier d'impôt indirect, hein, attention, hein, dans les grandes lignes, tandis que parce que tu choisis de la payer ou pas. Personne ne te force d'acheter une BMW et de payer 20% de TVA dessus, je veux dire. Tandis que, on va dire que c'est un impôt direct, les revenus du patrimoine ou du capital, puisque si tu fais une plus-value, c'est ta volonté de faire une plus-value et de gagner de l'argent. On est d'un côté, on est sur de la dépense, je veux dire, pour la TVA, et de l'autre côté, on est vraiment sur le fruit d'une épargne et du plus-value. D'un investissement. D'un investissement. Ok. Mais après, oui, c'est un débat philosophique. Hein. On peut faire du pour et du contre avec, en fait. Après, ça, c'est autre chose, quoi. C'est politique. Pour la première fois, tu m'as expliqué clairement pourquoi est-ce qu'on voyait Macron comme le président des riches. Et voilà la raison qui est, voilà la raison. Une des raisons, c'est pas la seule. Hein. Une autre raison, ça pourrait être surtout le fait que maintenant il est sorti l'ensemble du patrimoine qu'on possède à l'ISF, puisqu'avant l'ensemble de ton patrimoine global était taxé à l'ISF à partir du moment où il dépassait 1,3 million d'euros. Ouais. Et maintenant, en fait, si tu veux, c'est uniquement le patrimoine immobilier qui est taxé à l'ISF, qu'on appelle l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, automatiquement, quelqu'un qui a 4 millions d'euros, dont 1 million d'euros d'immobilier, il va plus rien payer.
puisqu'il y a en dessous du plafond d'1,3 million pour son immobilier, et les 3 millions d'euros qu'il y a en numéraire, en capital, ils sont pas taxés. Tandis qu'avant, cette même personne qui avait 4 millions d'euros, elle était taxée à mort, puisque tout ce qui dépassait les 1,3 millions, c'est-à-dire dans le cas présent, ça fait 2,7, était taxé à un pourcentage. Mais moi, je trouve ça aussi pareil. On en revient, comme tu disais, à l'équité. Je pense qu'il a dû faire ça à cause des. Je crois comment il s'appelle l'île là? Les pêcheurs de l'île de Ré, je crois. Oui, c'est un cas d'école, ça. Exact. Qui étaient tous millionnaires, alors qu'en fait, les mecs, ils avaient du mal à payer. En fait, voilà, ils avaient payé leurs impôts. Oui, tu comprends. Ouais. Donc, je comprends très bien. En fait, tu vois, c'est ça, en fait. C'est pour ça que tu vois, des fois, on t'affuble de labels. Et quand tu vas dans le détail pour trouver les raisons, tu te rends compte, comme j'ai dit, c'est pas toujours si évident que ça, quoi. Parce que je comprends pourquoi est-ce qu'il fait ça, Macron. Et finalement, c'est une décision qu'il prend pour sauver ses pêcheurs, n'est-ce pas, entre guillemets, donc, de l'île de Ré. Mais à côté de ça, évidemment, ça a un impact positif pour les riches. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, mon pote? On laisse les pêcheurs de l'île de Ré devenir millionnaires et puis se retrouver dans la dette, revendre leurs biens, ou on leur permet de vivre une vie tranquille en se disant, mon pote, tant que ton revenu ne dépasse ton immobilier ne dépasse pas 1,3 million, t'es pépère, quoi. Moi, je comprends la raison pour laquelle il fait ça, quoi, tu vois, finalement. Bon. Après, moi, je suis par exemple français, mais d'une origine étrangère, je ne veux pas le dire. Mais c'est vrai que moi, en voyant les autres cultures et celles que je connais, en fait, en France, il y a un aspect de l'impôt, plus tu es riche, plus tu dois payer, ce qui est normal, ce qui est valable dans pratiquement tous les pays du monde, même aux États-Unis, puisque les tranches d'impôt, elles sont progressives. Mais ce que je reproche à la France et dans la philosophie française, c'est qu'il y a à la fois le côté tout le monde doit contribuer en fonction de ses revenus, ce qui est normal, ce qui est légitime, ce qui fait avancer la société, ce qui permet de financer les services publics. Mais il y a aussi une deuxième palette, et qui est pas dit et qui est plus perverse, et je pense, c'est punir les riches. Il faut punir les riches. Il y a un côté punitif. On ne sait pas pourquoi, mais il faut en plus les punir. Voilà. Et c'est ça que je reproche à la fiscalité française. Ouais, je te suis aussi là-dessus. Je pense qu'on a, je vais pas dire une haine des riches. Le pire, j'en parle comme si j'étais riche. Non, je ne suis pas du tout riche, les mecs, je vous rassure. Je suis qu'une chèvre, moi. Mais je reconnais qu'en France, il y a, en fait, c'est l'impression que j'ai. Le fait d'avoir de l'argent dans ce pays, mon pote, t'es regardé comme un suspect, quoi. Et il faut toujours qu'on te mette la pression, il faut toujours qu'on te contrôle, il faut toujours qu'on te fasse sentir, tu vois, qu'on te fasse payer, en fait, le fait que tu es réussi dans ta vie. Même si je ne suis pas riche, je peux le reconnaître et je dis c'est pas quand même très incitatif pour les gens, quoi. Les gens trouvent tous les moyens pernicieux pour essayer pour éviter d'être riche, quoi. Tu vois, tu regardes toutes les combinaisons, tout ce que les mecs sont prêts à faire pour éviter de payer les impôts. C'est hallucinant, quoi. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Tu as absolument raison. Donc l'option. Je te suis et j'approuve ce que tu dis. En économie, on a ce qu'on appelle la courbe de Laffer. C'est un économiste, LA2FER, qui a démontré avec une courbe qu'en fait, plus tu augmentais la pression fiscale, moins, paradoxalement, il y avait de rentrées dans les caisses de l'État. Ça a été démontré déjà il y a de nombreuses décennies, puisque à partir du moment où tu augmentes fortement la pression fiscale, les gens travaillent moins pour pas rentrer dans la tranche supplémentaire. Les gens essayent de frauder. Les gens embauchent moins les entrepreneurs parce que si j'embauche un mec de plus, il va me faire exploser mon résultat. Les gens partent à l'étranger, puis dans des fiscalités plus douces. Donc en fait, c'est contre-productif. Totalement juste. Ouais. Et l'exemple le plus fameux de ça, c'est Bernard Arnault qui a voulu devenir belge, quoi. Oui, nous, dans le Nord, on a la famille Mullier, fondateur de l'Empire Auchan, Decathlon, tout ce que tu veux, ils sont tous partis juste à la frontière belge de l'autre côté. Ouais, et en fait, c'est un peu ridicule, je trouve, parce que… Ils habitent à Ronchin, c'est ça, non? Neuchin, ils habitent à Neuchin, c'est juste après la frontière. Juste la frontière, quoi. C'est quand même le titre. À 1 kilomètre de la France, quoi. Exactement, c'est vraiment du foutage. En fait, il fait un pied de nez, le mec. Et on peut rien lui faire, il est en Belgique. C'est un type de dingue, quoi. Et il prend la route tous les jours pour rentrer en France, pour travailler en France. Moi, je trouve ça, honnêtement, je trouve que le foutage de gueule est absolument magnifique, quoi, tu vois. Ouais, il n'a pas pris Bruxelles ou une ville loin, style, je sais pas, Liège, il a pris vraiment la frontière. Limite, s'il s'énerve, mon pote, il va en footing, en fait, au boulot, mon pote. Ah ouais, mais à ton avis, c'est ce que je dis toujours, si ce mec qui a réussi à devenir multimilliardaire et qui pèse 30 milliards d'euros avec un empire, faut pas trop le prendre pour un con, les impôts.
D'accord? Il n'est pas au même niveau, le mec. D'accord? Il est au sommet de la pyramide. Donc, moi, je jouerai pas trop au con avec ces mecs-là. Je pense que si tu arrives à faire un empire comme ils font et qu'ils ont l'intelligence, parce qu'il faut avoir une intelligence et le truc, c'est pour eux partir à 2 km ou 1 km de la frontière, ça leur demande pas beaucoup d'efforts, quoi. Tu étais donc sur l'option du prélèvement libératoire forfaitaire. Ensuite, il y a, j'imagine, une autre option, parce que si on dit option, il y a forcément un choix. Voilà, donc en fait, je me suis un peu épanché là-dessus, puisqu'en fait, il faut bien garder mon exemple en tête, avec Total, que je vais ressortir par la suite. Il y a possibilité d'être dans l'ancien régime, celui d'avant 2018, et qui est l'option au barème progressif. C'est-à-dire qu'on va être dans le cas d'avant, où l'ensemble de vos revenus, donc de dividendes ou de plus-value, va être réintégré dans vos revenus. C'était l'exemple que j'avais pris avant avec le super riche qui, lui, est perdant. Mais le super riche, s'il est perdant, c'est pas valable pour tout le monde. Et ça, peu de gens le savent. Puisqu'on va dire qu'aujourd'hui, 90% des gens sont sur l'option de Macron là, de 30%, prélèvement libératoire forfaitaire. Mais en fait, ils sont perdants, mais ils s'en rendent pas compte s'ils ont un peu de revenus du patrimoine. Et je vais expliquer pourquoi. C'est très simple à comprendre. Et ils perdent des fois plusieurs milliers d'euros par an sans s'en rendre compte qu'ils donnent à l'administration fiscale. Ça peut monter. Ça peut vraiment monter à plusieurs milliers d'euros par an. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que l'option au barème progressif, donc antérieurement à 2018, tout est réintégré dans vos revenus, donc dans mon cas de Total, mais il y a des nuances. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, pour être à cette option au barème progressif, il faut que vous alliez voir votre banque et que vous dites à votre banque, vous devez dire à votre banque, moi, par rapport à ma situation fiscale, ça vaut vraiment pas le coup que je sois à 30%. Est-ce que vous pouvez me faire une déclaration et l'envoyer à l'administration fiscale pour dire que je renonce à l'option à 30% et que je vais être au réel? D'accord? Et vous allez expliquer pourquoi votre banquier, justement avec ce que je vais vous donner comme élément. Alors, pour être à l'option barème progressive, déjà, au niveau des impôts, c'est la case 2OP. Donc ça, vous allez la retrouver. Et c'est cette case-là que vous devez cocher pour être au barème progressif. Mais comme je viens de vous le dire, vous pouvez pas le faire tout de suite. C'est-à-dire que cette option, elle est ouverte. Il faut que vous ayez fait, s'il y a une déclaration à votre banque ou à vos banques, si vous en avez plusieurs, entre le mois de septembre et le mois de novembre. Attention, c'est très précis. Si vous ratez cette fenêtre de tir, c'est foutu. Vous devez attendre 1 an supplémentaire. Donc, c'est ça, septembre, novembre. Donc, c'est cette case de OP qui doit être cochée ensuite sur votre déclaration d'impôt. En fait, elle va vous permettre un certain nombre d'avantages si vous êtes peu imposé. Vous allez vite comprendre pourquoi. Déjà, si vous n'êtes pas imposé du tout, c'est-à-dire qu'en France, on appelle ça en anglais une no tax area, ça veut dire que vous payez pas d'impôt sur le revenu jusqu'à un certain seuil. Les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, ils sont à 0%. Donc, vous allez vite comprendre. D'un côté, vous êtes à 0%. Vous payez juste la CSG, puisque la CSG, au niveau du barème progressif, c'est toujours pareil, 17,8%, il me semble, aujourd'hui. Donc, vous aurez payé 17,8%. Et de l'autre côté, 30%. Donc, vous comprenez vite que vous faites enfler d'un peu plus de 12% sur vos revenus tous les ans, sans vous en rendre compte. Parce que vous n'êtes pas imposable, vous avez des revenus de dividendes, etc. Mais vous restez non imposable toujours, donc vous paumez. La deuxième tranche, en France, si je me trompe pas, elle doit être à 14% aujourd'hui. Donc, vous êtes sur cette tranche à 14%. Vous allez payer 14 et plus les 17 de CSG, 18 de CSG, on va dire 32%. Vous vous dites, je suis gagnant, parce qu'avec Macron, j'aurais payé 30. Et là, je paye 32. Donc, vous dites bêtement, en fait, je suis gagnant, puisque je récupère 2% sur mes placements. En fait, c'est complètement faux. Mais alors, c'est une grave erreur. Et je vais vous démontrer pourquoi. En fait, quand vous êtes à l'option barème progressif, vous déduisez tous les frais, et vous avez des abattements. C'est-à-dire que avant d'être taxé à vos impôts sur le revenu, vous allez avoir un certain nombre de frais qui vont se déduire en amont de votre imposition et après avoir déduit tous ces frais, vous allez rentrer dans votre tranche d'imposition. C'est très important, c'est même fondamental. Alors, je m'explique. Vous choisissez l'option au barème progressif, on est d'accord. Entre septembre et novembre, vous faites la déclaration à votre banque. Il y a deux choses. Déjà, on va prendre les dividendes. On va reprendre mon action Total. Vous avez une action Total, vous avez 5 000 euros
d'action totale. On va dire elle a son cours de 5 000 euros. Cette action totale, elle vous donne un dividende, je vais arrondir, hein, je vais être grossier, de 10% par an. 10% par an. Donc, vous avez 500 euros par an. Vous êtes d'accord avec moi? Jusque maintenant, on me suit. C'est très simple, je prends 10% pour simplifier les choses. Alors, c'est 500 euros par an. Vous vous dites bêtement, ah bah j'ai 500 euros de plus, donc je suis dans la tranche à 30%. Donc, je me fais enfler puisque sur ces 500 euros, ils me prennent 30, dans la tranche à 14%, excusez-moi. Sur ces 500 euros, ils me prennent 14 plus 18 de CSG. Donc, je paye 32. Donc, je ne sais pas ce qu'il raconte Tony, je suis perdant. Et non. Puisque, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez des dividendes, vous avez un abattement d'office de 40% avant de les réintégrer dans vos revenus. Donc, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un abattement? Un abattement, en fait, c'est le fait qu'en fait, l'administration fiscale vous accorde, avant d'imposer vos revenus, une remise. C'est-à-dire que vous indiquez pas le montant exact de la somme, il sera pris en compte que 60% de la somme, puisque vous avez un abattement de 40%. Donc, dans mon cas présent, en fait, au lieu de déclarer 500 euros dans vos revenus de dividende total, en fait, vous allez avoir 40% d'abattement. Vous allez déclarer, donc, vous déclarez plus 500 euros. Vous déclarez 300 euros. 300 euros, ouais. Qui seront taxés à vos tranches d'imposition. Donc, en France, c'est 0%, 14%, après 30%, 41% et 45% de mémoire. Donc, en fait, vous êtes gagnant, puisqu'en fait, vous n'allez pas avoir l'ensemble de la somme qui va être taxée dans votre tranche d'impôt, mais seulement 60%. Exact. Donc, dans le cas présent, en fait, si vous êtes dans la tranche toujours à 14%, on avait pris notre première tranche à 14%, vous n'avez pas 500 euros taxés à 14%, mais vous avez 300 euros. Et là, ça change tout. Et là, ça change tout. Ça fait baisser votre résultat imposable. En fait, si je devais donner un parallèle, faire un parallèle avec autre chose, c'est comme si, vous aviez une entreprise, vous étiez à votre compte, profession libérale, et que vous aviez un certain nombre de charges, un restaurant le midi, vous êtes commercial en libéral et vous vendez des produits, mais vous êtes en libéral, essence, entretien de la voiture, puisque votre véhicule, c'est un véhicule qui sert à avoir l'entreprise, consommable, cartouche d'encre, je dis n'importe quoi, imprimante. Et en fait, avant de payer vos charges sociales, vous allez déduire tout ça. On me suit jusque-là. Vous n'allez pas être imposé sur des charges. Ces charges, vous les déduisez de votre résultat et ensuite, vous avez vos charges sociales à payer et ensuite, vous avez votre revenu imposable. Et en fait, c'est à peu près le même principe. Vous déduisez tous les frais dus à ça. Alors, attention, il y a deux choses que j'ai oublié de dire. Là, pour mon exemple de dividende, les frais, sauf les frais de détention de dividendes, il y a peut-être des frais que vous applique la banque parce que vous avez un dividende, vous allez les déduire et vous allez mettre votre résultat. Mais ce que je viens de dire est vrai en cas de plus-value. Ça veut dire que là, dans le cas présent, vous avez déjà compris que vous gagnez par rapport à l'option Macron, puisque vous diminuez votre résultat imposable, donc vous êtes déjà gagnant. Puisqu'en fait, c'est pas la somme complète qui va être imposée à 14, mais seulement 60% de la somme, donc vous êtes déjà gagnant. Mais je sais pas si vous me suivez. Si, je te suis, moi. Ouais, j'ai toujours peur de faire compliqué, en fait. Non, je te suis très, très bien. Le principe de gain, enfin, parce que tout le monde se dit, mais pourquoi est-ce que tu irais volontairement te faire suicider avec le barème, en fait, progressif? Oui. Mais en fait, l'avantage du barème progressif, pour certains, ça va dépendre évidemment du dossier, pour certains, c'est que vous avez cet abattement, donc cette exonération de 40% sur les dividendes. Attention, je vais revenir. Là, je prends l'exemple d'un dividende. Je ne prends pas l'exemple de plus-value. On est sur le dividende. Sur le dividende, excuse-moi. Donc, vous avez 40% d'abattement sur le dividende que vous avez obtenu, ce qui fait que ça revient en fait à 60% qui est de taxable. Et lorsqu'on applique, n'est-ce pas, comme tu as si bien dit, les 32% de revenus, à savoir 14% plus, c'était 15. On va arrondir à 18 pour les prélèvements sociaux. On va arrondir à 18, voilà, les prélèvements sociaux et compagnie, SCSG et compagnie, ça fait 32, mais c'est 32%, de prélèvements sur 60% de dividendes. Tout à fait. Tu as bien raison. Tout par rapport aux 100% précités, n'est-ce pas,
enfin, précédemment, quoi. Enfin, je pense que, ouais, Ouais, non, mais c'est compréhensible, ouais. exact, ouais, non, non, je te suis, t'inquiète, je te suis. Bon, après, les gens, après, il faut qu'ils fassent un peu de recherche et qu'ils fassent un exemple concret chez eux avec une feuille, un stylo et qu'ils reprennent la vidéo. Ils vont vite comprendre, en fait. Exact. Après, je pourrais jamais le faire à leur place, en fait. Je peux donner toutes les explications, mais je vais pas aller remplir toutes les déclarations d'impôts de tout le monde en leur expliquant, quoi. Je peux pas le faire. Ou alors, il faudrait me payer. Ah ben non, et surtout à la fin de la journée, les gars, je l'ai dit, hein, Tony, il instruit. Moi, je fais ça la vulgarisation de l'instruction, donc il instruit. Mais à la fin de la journée, les gars, vous devez faire aussi votre propre boulot, les gars. Hein. Donc n'hésitez pas, n'est-ce pas, à vous renseigner, à compléter les informations. Tony ne peut pas parler de tout. Hein. Moi, je ne suis qu'une chef, donc il me donne les grandes lignes. Mais à côté de ça, les gars, c'est à vous de faire le boulot. Donc, Tony il fait au mieux, quoi. Nous vulgarisons ici, les gars. C'est tout ce que nous essayons de faire. Nous n'avons pas la prétention de dire ici, on sait tout et surtout ici, on dit tout ce qui est, quoi. Non, on donne les grandes lignes, on vous explique à peu près comment ça marche, on vous donne les raisons justement de vous y intéresser et surtout de ne pas laisser la finance à l'écart de votre vie. Mais à côté de ça, les gars, l'essentiel du boulot, c'est vous qui le faites. Voilà, en fait, il faut la prise de conscience et surtout, je trouve ça dommage de donner sans s'en rendre compte, mais souvent les gens de bonne foi, ils disent, bah non, pourquoi je vais me prendre la tête? En fait, des fois, pour des gens, vraiment, j'ai eu des situations autour de moi, ils leur donnaient 2 ou 3 000 euros tous les ans depuis 4 ans sans s'en rendre compte aux impôts. Et attention, hein, c'est pas les impôts qui vont venir vous chercher en disant, monsieur, vous êtes trompé, prenez l'autre option et comme ça vous paierez moins. J'ai jamais vu ça. Eux, si ça rentre dans les caisses et qu'ils font rien et qu'ils disent rien, ils vont la fermer, hein, ils vont te laisser faire. Bah, moi, à la place, je ferais pareil de toute façon. À un moment, il faut être soyons logique, les mecs. Hein. Rappelez-moi, ça, c'est aussi l'un de mes slogans si étudiés. Lorsque vous avez une chèvre, il ne faut surtout pas hésiter de la lui mettre. Hein. C'est comme ça que ça marche. Il faut juste accepter, les mecs. C'est comme ça. Donc, oui. Alors, on va revenir à nos moutons en parlant de chèvres. Donc, attention, hein, c'est ce que j'ai mis dans le plan que je t'ai donné. Ça concerne les comptes titres ordinaires et non les PEA. Ce qui va s'appliquer. Donc, retenez bien ça. Le PEA, pourquoi ça ne s'applique pas? Bah, tout simplement parce que le PEA, c'est une enveloppe fiscale favorisée. Et tant que vous restez dans cette enveloppe fiscale, si vous touchez un dividende d'action, vous le verrez si vous vous amusez à ouvrir un PEA et le faire, vous pouvez le faire, vous pouvez me croire, ce dividende ne sera pas taxé. Il n'y aura rien du tout, puisque ce dividende, en fait, est au sein de l'enveloppe fiscale. Idem pour la plus-value de cession, une plus-value de titre, elle ne sera pas taxée, puisqu'en fait, elle reste dans l'enveloppe fiscale. La taxation se fera en sortie de PEA. Voilà, c'est ça le truc. Est-ce que tu peux donner une définition rapide de ce que c'est qu'un plan Alors, s'il te plaît? en action. Alors, en fait, c'est une vieille loi qui fait qu'en fait, à partir d'un certain nombre d'années, si tu ouvres cette enveloppe fiscale, ce PA, tu peux avoir une exonération de tes plus-values et de tes dividendes au sein de son PEA jusqu'à un plafond, un certain plafond. Donc, de mémoire, je crois que c'est 120 000 euros pour quelqu'un de seul et 250 000 euros pour un couple. Et donc, on avait fait ça à l'époque pour favoriser les sociétés françaises et européennes. C'est-à-dire que dans le PEA, vous pouviez glisser que des sociétés françaises et européennes. Voilà. Pas des sociétés américaines ou japonaises. Voilà. Ok. Voilà. Donc, mais l'inconvénient, bien sûr, c'est qu'en fait, bah, l'argent, il reste dans cette enveloppe. Vous pouvez pas l'utiliser. Vous pouvez pas dire j'ai touché mon dividende dans le cas présent 500 euros et le mettre sur mon compte bancaire et le dépenser. Non, le dividende doit rester dans l'enveloppe, dans le PEA. Ouais, c'est ça le truc. Très bien. Donc compte titre uniquement, pas de PA concerné. Compte titre ordinaire, on appelle ça. Ah, compte titre ordinaire. C'est ça la littérature fiscale, mon pote, elle est particulière, ça c'est sûr. Voilà, bah en fait, c'est compliqué et simple à la fois. Hein. Vous avez deux possibilités, ou le PEA pour des valeurs européennes. Après, vous pouvez aussi très bien avoir des valeurs européennes et pas les mettre dans le PEA. C'est tout à fait possible. Hein. Quelqu'un, par exemple, qui aurait besoin de dividendes, il peut très bien mettre le titre total, qui est une valeur française, donc européenne a fortiori, et pas la mettre dans le compte titre. Hein. Et pas la mettre, pardon, dans le PEA, la laisser dans le compte titre parce qu'il y a besoin de ses dividendes, parce qu'il y a besoin d'argent. Okay. Voilà, le PEA, vous pouvez pas y toucher. Vous l'avez, mais c'est pas que c'est inatteignable, mais vous l'avez, il est là. Mais dès que vous allez y toucher, boum, c'est fini, il se ferme. Ok. Quels sont les frais déductibles sur les gains?
Alors, justement, là, je vous avais dit on parlait des dividendes. Là, on va revenir sur ma plus-value totale. Je reprends toujours le même exemple. Total, j'avais dit précédemment, vous l'avez acheté 5 000 euros et vous le revendez 6 500 euros, on a dit. D'accord ? Vous dites, j'ai assez gagné, je la revends. Attention, là, il y a deux choses. Il y a un abattement aussi possible. Cet abattement, comment dire, est déjà de 50% si vous gardez, attention, le titre au moins 2 ans. Au moins 2 ans. Si vous gardez ce titre moins de 2 ans, vous n'avez aucun abattement. Okay. Si vous gardez le titre 5 ans, vous avez un abattement avant de la réintégrer dans vos revenus de 65%. Là, ça commence à devenir très intéressant. Si vous gardez le total, au moins 5 ans. Ça vous diminue déjà vachement le truc. N'oubliez pas, dans l'autre cas de figure, vous n'avez aucun abattement, c'est taxé tout de suite d'office à 30%. Voilà, c'est 100% les mecs pour tous les autres cas, sauf si avec le prélèvement libératoire. Si vous attendez 5 ans, grosso modo, vous êtes 65% d'abattement. Ah ouais, donc en fait, les mecs, ils font des prélèvements juste sur 35%. Quoi. Ça va, quoi. Ok. Tout ça. Et j'ai encore mieux. Si vous avez acheté ces titres avant 2018, c'est important, avant le 1er janvier 2018, vous avez le total depuis 2015 par exemple, et que vous les cédez aujourd'hui, il y a un abattement et que vous gardez le titre plus de 5 ans toujours, mais on va y être puisqu'on arrive à l'échéance, vous avez un abattement de 85% cette fois-ci. 85% avant l'imposition. Wow. Wow. En fait, je comprends pourquoi il y a beaucoup de personnes qui font des sous et pourquoi est-ce que les pauvres restent toujours pauvres. C'est à cause Bah oui, c'est à cause des dispositions pareilles, quoi. C'est-à-dire, il faut juste être informé. Et ça, quand je dis, c'est même pas, les gars, je le dis, moi-même, je suis pauvre. Hein. Mais en fait, je me rends compte que la personne qui a cette culture financière, comme toi, en fait, Tony, la personne qui comprend tous ces montages, hein, bah, cette personne, avec les mêmes revenus que j'ai dit ici, les deux personnes, on a deux personnes, une instruite dans tout ce qui est financière et l'autre qui ne l'est pas. Ils gagnent tous, par exemple, je sais pas, 30 000 euros par an. Je vous garantis qu'au bout de 10 ans, celui qui est instruit, ben, il a multiplié son revenu facilement par 2, peut-être même par 3, alors que le type qui n'a aucune instruction, le mec, il n'a jamais décollé. Quoi. Au mieux, il a fait de la tontine et de l'épargne avec sa banque et son compte. Oui. Ouais. C'est tout ce qu'il a fait, quoi. Mais le mec, il n'a pas avancé. C'est-à-dire ça donne un gros avantage à celui qui a l'instruction financière. Et je pense qu'il faudrait éduquer davantage de personnes, n'est-ce pas, à s'intéresser à la finance, quoi, même à l'école. On n'en parle pas beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça pas mal. Il y a deux choses. Déjà, je vais prêcher un peu pour ma paroisse. C'est comment dire? C'est que là, le type de vidéo que je fais avec toi, Maxon, personne te le dit, ça. T'as beau chercher sur Internet, personne te dira cette vidéo. Je veux pas m'envoyer des fleurs, mais je dis de façon objective, Maxon, personne va te l'expliquer comme ça. Ni un expert comptable, pourtant un expert comptable pourrait le faire facilement, ni un conseiller en gestion de patrimoine. Lui, il va te parler d'immobilier défiscalisant. Quoi. Ça s'arrête là. Allez, c'est toujours pareil. Ben non, je te garantis que là, je me cultive là grâce à toi et je me rends compte à quel point en fait je suis une chèvre avec ce côté finance là. C'est des choses, c'est des notions qui devraient être vulgarisées pour permettre là un maximum de personnes. Et une fois de plus, je ne parle pas des gros revenus. Un mec à 30 000 euros, même à 25 000 euros, si dès le plus jeune âge tu commences à comprendre comment tout ça fonctionne, je te garantis avec, tu sais, c'est comment il dit ça, les ruisseaux font les rivières font les fleuves. C'est ça. Ah oui, le mec, au bout de 30, 40 ans, il prend sa retraite, tu apprends qu'il est millionnaire, tout simplement parce que le mec, il a su comprendre, en fait, tous ces mécanismes d'exonération, tous ces mécanismes d'abattement. Et le mec, il investit proprement, il investit intelligemment. Tu investis sur l'action de Total, tu la gardes pendant plus de 5 ans. Tu te trouves à une exonération un abattement de 65%. Non, les gars, c'est énorme. Moi, je trouve ça énorme. C'est-à-dire que derrière, mon gars, ton revenu, en fait, ce que tu gagnes, en fait, le dividende que tu empoches, mon gars, c'est pratiquement, tu ne payes pratiquement pas grand-chose dessus. Après, il y a deux stratégies. Pour en revenir à ça, bon, j'extrapole un peu. Il y a des stratégies de gens qui te disent qu'il faut acheter des titres à dividendes et toucher les dividendes et comme des loyers. Et il y a une autre stratégie et que je trouve plus pertinente, c'est plus la mienne, même si j'ai des titres à dividendes, c'est d'avoir des fonds, des SICAV, des ETF et de laisser grossir la SICAV pendant des années. Parce que
qui a été démontré, c'est la théorie de Warren Buffett qui est contre les dividendes. Et Warren Buffett, c'est quand même pas le premier, le pingouin du coin. C'est qu'en fait, on se rend compte que les sociétés qui donnent des gros dividendes, comme Total, on peut prendre l'exemple de Total et le regarder de façon empirique, ces sociétés-là, en fait, leur cours monte très peu. Parce qu'en fait, si elles donnent un gros dividende et que le dividende reste important, ça montre bien que le cours monte peu, puisqu'en fait, si le cours était énorme, le dividende diminuerait. Si le dividende est important sur une société, mais ça c'est un autre problème, ça prouve que la société, en fait, elle végète. Puisque si elle avait augmenté énormément de valeur, le dividende, qui est toujours le même pourcentage par rapport à la valeur de la société, serait très faible. Voilà, c'est ça le truc. Et c'est une erreur que j'ai faite aussi beaucoup avant et que je fais beaucoup moins, c'est qu'avant, je faisais comme ça, j'achetais beaucoup de titres à dividendes pour avoir des dividendes comme des loyers. Et là, c'est l'expérience après. Les erreurs que j'ai faites par rapport à ça, je suis en train de me rendre compte que non, il vaut mieux acheter des titres qui ont des perspectives ou des titres ou des SICAV ou des ETF qui vont grossir au fil des décennies plutôt que d'avoir un titre à dividende et qui monte pas. Parce que si vous avez un dividende qui vous donne un dividende important et qui est taxé et que ce titre ne monte pas ou évolue très peu sur 10-15 ans, en fait, vous êtes moins gagnant d'avoir une SICAV ou un ETF qui va tripler en 10 ans. Vous avez moins gagné. Voilà. Enfin, c'est une petite digression. C'est une bonne digression, oui, c'est une très très bonne digression et ça m'incite une fois de plus à, les gars, on n'a pas de prétention ici, hein, on n'a pas de grosse prétention ici que de vulgariser. Renseignez-vous et commencez à utiliser la finance pour vous, quoi. Et peu importe vos revenus, commencez à construire votre avenir, les gars. Et très jeune, parce que vous pouvez faire très très mal à la longue en cumulant tout ça avec ce que tu viens de dire, n'est-ce pas, par rapport aux ETF, en investissant donc sur du long terme. Parce que Tony ici parle, il investit sur du long terme à chaque fois. Toujours long terme. Je raisonne pas du tout en court terme. Exactement, c'est sur du long terme ici. Donc, en raisonnant en long terme, il n'y a ni pas de tortue. Bah, je vous garantis, les gars, au bout de 30, 40 ans, lorsque vous regardez derrière vous, vous aurez un sacré pactole, n'est-ce pas, pour vous et surtout pour vos familles, quoi. Donc, pensez-y, les gars. Et c'est pas si complexe que ça, en fait, hein. Il faut juste aller voir un banquier, comme on a dit avec les ETF. Il faut se renseigner. Il faut faire le boulot. Et on a des émissions, on a déjà traité ça, les gars. Donc, n'hésitez pas à regarder les anciennes émissions où on parle donc des ETF. Il y a d'ailleurs dans les anciennes émissions, il y a 2 ETF dont nous allons parler, Tony, plusieurs fois, avec Amundi. Je ne sais pas si les mecs se rappellent, mais en tout cas, Amundi, je crois que c'était Europe et Amundi, en fait, les États-Unis, que tu m'avais dit. En fait, USA et il y a le World, en fait. En fait, pour faire simple, on va revenir là-dessus. On fera peut-être la vidéo en 2 parties, hein, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Et ça va être un peu long, sinon, si on fait ça en une partie. Okay. Mais pour revenir là-dessus, le Amundi World, en fait, j'aime bien, en fait, il est très simple à comprendre, puisqu'en fait, c'est à peu près les 1500 plus grosses capitalisations mondiales des pays riches. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment l'indice de référence, c'est pas le CAC 40, puisque quand vous avez l'Amundi World, vous avez les États-Unis, vous avez l'Europe de l'Ouest, vous avez le Japon, vous avez l'Australie, le Canada, c'est-à-dire que les pays riches. Et en fait, ça vous donne les 1500 plus grandes entreprises mondiales. Donc, ça vous donne vraiment un indice sur l'évolution des marchés mondiaux sur le long terme. Et si vous prenez cette Amundi World et que vous regardez une date très lointaine, 1980, puisque je m'amuse à faire des graphiques, à imprimer des graphiques, en fait, cet indice, donc qui est vraiment l'indice basique très diversifié sur les 1500 plus grandes sociétés mondiales, il a fait fois 40. Voilà. En fait, en 40 ans, il a fait x 40, pour faire simple. Si on va sur une période plus courte, depuis 92 jusque 2022, donc là, il a fait seulement x 10. Enfin, seulement. Tout ça pour dire que plus vous allez rentrer tôt dans la valeur et plus vous allez la garder longtemps, plus le potentiel de gain il va se démultiplier. Parce qu'en fait, avec les intérêts composés, vous partez d'une valeur plus haute chaque année et ça se multiplie. C'est ça l'idée. Voilà. Et pour faire simple, parce qu'on est ici pour vulgariser une fois de plus, tu me dis si je me trompe, hein, intérêt composé, c'est très simple. Oui. Première année, vous avez par exemple 10 000 euros, vous gagnez, je ne sais pas, comme tu as dit, on va prendre 20%. C'est des chiffres comme ça en l'air, quoi. Donc, l'année N, vous avez 10 000 euros, vous gagnez, je ne sais pas, 20%. Donc, ça fait année N plus 1, vous vous retrouvez donc avec 12 000 euros. Et ces 12 000 euros, vous allez faire 12 000 euros plus 20%. Ce n'est plus 10 000 euros plus 1%, c'est 12 000 euros plus 20%. Donc, on se retrouve à 2 400. Donc, ça monte en fait à 14 400 à N plus 2. Et voilà comment
au fil des ans, en fait, vous commencez à démultiplier votre fortune. C'est-à-dire ça monte très, très vite. Ça ne me paraît pas comme ça, les gars, mais je vous garantis, sur 5 ans, vous pouvez multiplier par 2 quasiment le revenu, avec ces histoires d'intérêts composés. Et c'est un mécanisme absolument brillant en finance. Et vous les avez avec les ETF, sachant que l'avantage aussi avec les ETF, comme il a dit mon gars Tony, pour vous dire à quel point les gars, même moi, ça, je me cultive, c'est que les ETF, vous avez une combinaison de plusieurs entreprises, les gars. Ce n'est pas qu'une seule entreprise. Vous avez les meilleures entreprises au monde, justement, qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans un ETF. Et donc, évidemment, vous n'avez pas des bons spectaculaires, mais vous avez sur le long terme, n'est-ce pas, la garantie d'avoir des revenus, des rendements progressifs, de gagner tranquillement votre argent, parce que lorsqu'il y en a quelques-uns qui font des pertes, ben, il y en a d'autres qui font des bénéfices. Donc, tout ça s'égalise avec le temps. Et in fine, en fait, vous ne perdez pas beaucoup d'argent, ou en tout cas, vous n'en perdez pas beaucoup. Contrairement à des gens qui se lancent billes en tête à investir spécifiquement sur un titre ou sur un secteur, il suffirait qu'il y ait le moindre risque. Ah, après, c'est le risque, hein, ça s'appelle la vie. Hein. Il y a des gens qui prennent plus de risques que d'autres, ils prennent les plus gros bénéfices, c'est normal. Plus tu prends du risque, plus bah, ça paye. Ou plus tu prends du risque et plus tu te crashes. Donc, chacun de choisir son chemin. Et le conseil de Tony, c'est toujours de voir à long terme et de réfléchir en bon père de famille. C'est la raison pour laquelle ici, par exemple, il parle par exemple d'Amundi et il parle nécessairement des ETF et de toutes les méthodes justement qui permettent aux familles, en fait, aux parents comme vous, de pouvoir donc investir intelligemment, prendre un risque mesuré. La stratégie de Tony, c'est toujours ça, risque mesuré, paiement à long terme. Donc, ne vous trompez pas de cible, les gars. Si vous avez besoin de prendre des gros risques, de faire des investissements au jour le jour, à l'heure ou à la minute, ce n'est pas la chaîne qu'il faut écouter, les gars. Non, ce sera jamais moi qui vais vous dire ça et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à chaque fois que je l'ai fait, je me suis brûlé, en fait. À chaque fois que je me suis écarté de mon principe de faire ce que je te dis et ma technique et celle que tu as adoptée d'ailleurs, je me suis pris des raclés, quoi, des branlés. Mais le problème, c'est que moi, en fait, je vais jamais faire des millions de vues et vendre des trucs comme les coachs qui vous disent comment gagner 30 000 euros en 2 semaines et tout. Moi, je suis réaliste. Je sais pas faire le côté manipulation ou dire des choses qui sont éhontément fausses, quoi, en fait. Il y en a qui arrivent, mais moi, je vends pas du rêve, en fait. C'est ça le truc. Les abattements dont tu parles, ça, c'est des mécanismes. J'entendais parfois de toi parler de ça, mais je ne savais pas l'implication que cela pouvait avoir, n'est-ce pas? Eh oui. Et oui, parce que tant que ça reste une notion vague, et c'est pour ça que moi j'aime bien être dans le pratico-pratique, vous entendez le terme, mais vous savez pas ce qui en est. Et tout ce qui n'est pas défini, et quand on vous donne des grands concepts sans définir, par exemple immobilier locatif, ça veut rien dire. Quoi concrètement? Et tout ce qui n'est pas défini peut pas être appliqué. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours cet aspect pratico-pratique avec des exemples concrets et des résultats à obtenir. Et j'aime pas les gens qui font du coaching en développement personnel ou du coaching en finance ou je ne sais quoi. Et en fait, ils restent dans des grandes lignes. Ça ne veut rien dire. Ça m'éclaire pas. Et leur truc, c'est de rester dans des grandes lignes. Il faut ceci, il faut cela, patati patata, un peu par magie ou par truc, ça va. Non. C'est en appliquant des méthodes pratico-pratiques qu'on y arrive. N'oubliez pas, les gars, allez voir votre banquier. Si vous avez un compte, comment ça s'appelle, le compte d'épargne, livret A, je sais pas quoi, on l'a déjà dit ici plusieurs fois avec Tony, les gars, au lieu de laisser votre argent sommer bêtement dans un livret A, commencez à aller voir votre conseiller bancaire et commencez à regarder les ETF, commencez à vous renseigner, regardez. Ou les bonnes SICAV de votre banque, je te coupe, mais les bonnes SICAV de votre banque, si elles sont bien classées, ça peut être bien aussi, hein, franchement. Exact. Mais en tout cas, sortez du train-train. Sortez du train-train, n'est-ce pas, du livret A, de votre compte d'épargne. Voilà, je mets des sous tous les mois et je me dis que dans 40 ans, n'est-ce pas, j'aurai des millions. OK. Mais bon, c'est faux. Et on le sait tous. C'est du bon sens, quoi. Vous pouvez épargner vos 25 € pendant tous les ans que vous voulez, les gars. Vous n'avez pas fini millionnaire. Par contre, si vous jouez juste un tout petit peu avec la finance, si vous faites, n'est-ce pas, des bons placements avec, n'est-ce pas, votre conseiller bancaire, vous regardez donc ces SICA, vous regardez donc ces ETF, bah, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Si vous faites aussi pareil, Tony en a parlé, hein, il faut diversifier ses revenus. Et donc, l'immobilier aussi peut en faire partie, mais ne pas considérer l'immobilier comme l'alpha et l'oméga. Tony m'a convaincu là-dessus. Tu vois, moi, j'étais parti sur une idée de me dire, putain, il me faut 4-5 apparts, histoire de pouvoir gérer ma retraite. Et finalement, lorsque Tony me donne le côté pratique en me disant, oui, c'est bien beau, 5-4 apparts, oui. 5 apparts, c'est super beau sur le papier. Oui, sur le papier. Ça fait 5-6 locataires à gérer. Et là, ça change tout. Ah ouais, parce qu'il faut du temps. Il faut du temps et être bricoleur. Voilà, ça bouffe sur votre temps.
Et c'est absolument terrible, quoi. Le temps que vous allez consacrer, n'est-ce pas, à gérer tous ces locataires, à gérer leurs problèmes et tout, ça va empiéter sur vos revenus. C'est peut-être pas, oui, en fait, je gagne, je sais pas, je prends tous les mois, tous les ans, avec chaque appartement, je prends 1500 000, 2000 euros en plus de cash flow. Très bien. Mais combien de temps tu perds, n'est-ce pas, à courir derrière les locataires, à faire ci, à faire ça? Est-ce que tu es sûr que ça justifie les 2000 euros que tu prends tous les ans sur cet appart? Pas sûr. Donc, derrière, les gars, ça à vous d'être intelligent. On vous dit peut-être que finalement, je n'ai pas besoin d'acheter les apparts. Peut-être que j'ai besoin de faire, comme Tony me l'avait dit, il avait sorti c'était l'effet miroir, en fait. C'est-à-dire le fait de partir. Oh putain, j'ai oublié le terme. C'est quand tu achètes un appart, mais tu n'es pas propriétaire, vous achetez avec un fonds. Comment tu l'appelais ce truc-là? Les ETF, tu veux dire? Non, ouais, en fait, les gens, ils possèdent. La pierre papier? C'est des trackers, non, ou quoi? Ah, tracker ETF, c'est pareil, c'est deux synonymes. Ah, ok, excuse-moi. En fait, genre, l'ETF, en fait, il possède des immeubles, il possède voilà, des immeubles de construction. Ah, bah, ça, on serait dans une SCPI plutôt. On peut être dans une SCPI. Là, c'est ce qu'on appelle la pierre papier communément. Donc, il y a cette possibilité-là. Et vous avez aussi notre possibilité, l'immobilier coté en bourse. Donc, je fais une digression aussi là-dessus. Vous avez possibilité d'acheter une SICAV ou un ETF sur de l'immobilier européen, mondial, français, américain, tout ce que vous voulez. Et là, c'est pareil, ce sera comme ça va suivre l'indice de ces valeurs immobilières. Ça peut être une ICAD, Nexity, qu'est-ce qu'on a comme promoteur Bouygues, et vous avez un panier de tout ça. Voilà. Vous avez vu, les gars? Et donc, grosso modo, vous épargnez tout le côté gestion des êtres humains et vous passez à travers la finance, n'est-ce pas? Vous possédez une partie, un morceau, n'est-ce pas, de ces immeubles, quoi. Enfin, une petite partie, on est tous d'accord. Hein, c'est pas grave, mais au moins, ouais, vous êtes quand même dans l'immobilier sans. C'est ça, tout à fait. Et vous n'avez pas toute la gêne, j'appelle ça de la gêne parce que je pense sincèrement c'est de la gêne, de devoir gérer l'humain, de devoir gérer le mec qui ne paye pas son loyer et tout ça. Non, tout ça, c'est géré évidemment par le SCPI. Par contre, à côté de ça, comme dans tous les gars, rien n'est parfait. Ça vient avec des frais de gestion. Et ça vous paraît d'être fort et d'avoir le nez et de travailler. C'est pour ça qu'on vous dit il n'y a pas de méthode miracle. Tout vient avec des inconvénients. Mais à côté, ça vous veut dire qu'est-ce qui m'arrange le mieux. Il n'y a pas de solution idéale. Ce qui ne me va pas à moi pourrait peut-être vous aller très, très bien. Ouais? Donc, c'est à chacun d'étudier chaque mode et de se dire qu'est-ce qui me convient. Par contre, si vous êtes prêt à perdre votre temps, si vous êtes prêt à passer du temps avec vos locataires, achetez vos appartements, il n'y a pas de problème, les gars. Ce n'est pas mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que j'ai dit ou pas, Tony? Si vous avez les nerfs solides, si vous savez faire la plupart des travaux d'entretien, c'est-à-dire que vous êtes un manuel, si vous achetez pas cher, si vous avez un énorme loyer par rapport au prix d'achat et que vous avez du temps à consacrer et que vous aimez bien faire de la voiture pour aller voir vos locataires, faire les visites, etc., gérer les problèmes, aller au tribunal en cas d'impayé, prendre un avocat, un huissier et tout ça. Si tout ça vous affecte pas, faites-le. Franchement, faites-le. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, en couple, ils déglaissent ça à leur femme. Ils expliquent à leur femme comment gérer et c'est leur femme qui s'en occupe. Donc, la femme s'occupe en fait de la gestion. Et ça peut être, je dis, si vous êtes en couple, marié, vous pouvez avoir cette stratégie avec votre femme. C'est-à-dire que ça lui ferait un genre de quart-temps ou de mi-temps. Elle a le temps de s'occuper des enfants et à côté de ça, elle gère les propriétés pour la famille. Et vous avez le temps de travailler à côté de ramener des revenus supplémentaires. Et comme ça, à 20 ans plus tard, vous avez beaucoup plus de revenus. Votre femme a contribué, n'est-ce pas, à générer du revenu. Vous avez contribué, n'est-ce pas, avec votre politique à gérer un revenu supplémentaire. Vous avez des immeubles, vous avez des appartements. Et dans 20 ans, toute la famille est posée. Donc, tout dépend dans quelle énergie vous êtes, avec qui vous êtes. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de méthode parfaite. C'est à chacun, en fonction de sa réalité, n'est-ce pas, de pouvoir gérer ça. Vous avez une femme qui peut vous suivre là-dessus et qui peut gérer vos locataires, gérer les immeubles, gérer les appartements, s'occuper de ça au jour le jour et puis s'occuper des enfants. Allez-y dans l'immobilier, les gars. Votre femme s'en occupe. C'est très bien. C'est rare aussi, hein, mais c'est possible ce que tu tu vois, c'est pour ça que je précise bien, quoi. Votre femme s'en occupe. Mais non, il faut trouver la femme qui va s'en occuper, tu vois. Après, c'est tout un… Mais si vous avez cette femme-là, ça va. Ce n'est pas pour dire…
parce que je sais, les mecs, tu sais, Tony, moi, pendant longtemps, j'étais le type immobilier, j'en parlais quasiment tout le Oui, temps. oui, je voyais, j'ai suivi tes vidéos là-dessus. C'est pour ça que j'ai mis un peu le halte là, mais c'est pour faire comprendre les choses. Exact. Et les mecs, ils vont pas comprendre le revirement par rapport à l'immobilier, par rapport au fait que, ben, putain, Max, Mais tu sais, être intelligent, c'est ça. Les gens intelligents, il y a que les idiots qui changent pas les imbéciles qui changent jamais d'avis, comme on dit. C'est vrai. Donc, les gars, je vous garantis, j'en suis revenu. Et pourtant, c'est pas que je vais pas, moi, continuer d'investir dans l'immobilier, mais je vais pas aller bien en tête comme j'avais l'intention de le faire. Bien au contraire, je vais exactement suivre les conseils de mon gars Tony. C'est-à-dire que je vais me mettre dans les ETF et les trackers. Et les sous que je planifie de mettre là de côté, que je planifiais de mettre pour les apparts et tout, ben, je te vous garantis que je vais les mettre dans les ETF. Et pour revenir à l'immobilier, n'oubliez pas qu'il faut toujours garder une réserve d'argent de côté pour payer ce que le locataire va pas payer. Hein. Taxe foncière, assurance loyer impayé, charge de copropriété si vous achetez un non récupérable, si vous achetez dans une copropriété. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, les frais de tribunaux, puisque ça va arriver à un moment ou à un autre, les frais d'entretien qui sont à votre charge, etc. Vous voyez? Et voilà, et tout ça, c'est pas le locataire qui va les payer. C'est ce que je dis. Quand vous avez un placement, il faut et frais d'agence si vous passez par une agence. Il faut prévoir 5 mois par an qui dégagent. Exact. Au bas mot. Ça s'appelle, les gars, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la trésorerie. Ouais. Et la plupart des entreprises qui font faillite font parfois faillite tout simplement parce qu'elles n'ont pas de trésorerie. C'est pas parce qu'elles n'arrivent pas à vendre, mais elles n'ont pas assez d'argent pour pouvoir fonctionner au jour le jour. Donc, elle coule. Et pareil, en fait, lorsque vous êtes dans l'immobilier, les gars, vous avez besoin de trésorerie. Il a absolument raison, Tony. Les problèmes ne s'annoncent pas. Tiens, j'aurai des problèmes dans 6 mois. S'il y en a quelques-uns, si ta toiture, par exemple, de ton immeuble, la toiture elle est pourrie, bah, tu sais, ouais, ça fait 15 ou 20 ans qu'elle n'a pas été refaite. Tu sais, quand moi, mon pote, ça va tomber. Ça va tomber, donc ben, ça s'annonce. Mais en règle générale, mon pote, le mec qui t'appelle à 2 h du matin, j'ai un souci. Il s'en fout, lui, il est à l'hôtel. Voilà, tu vois, donc à un moment, il va falloir faire quelque chose. Tu vois, donc tu ne vas pas lui dire, écoutez, monsieur, oui, je comprends, mais débrouillez-vous. Ah bah lui, il va t'amener au tribunal. Hein, et il va te mettre le chemin insalubre. Et après, tu vas devoir reloger tes frais et tu vas avoir des sanctions financières. C'est comme ça, hein, je te le garantis. Par expérience, je te le dis. Tu as absolument raison. Je vois tu m'avais promis de parler de la moins-value et du mécanisme de compensation. On va continuer, on va essayer d'avancer un petit peu. On a fait une digression sur l'immobilier, justement, pour mettre les choses en perspective, mais on va continuer. Donc, on en était sur les abattements pour durée de détention, donc vous avez bien compris. Sur un exemple de plus-value boursière. Et oui, et il y a autre chose. Donc, on va voir l'ensemble des frais déductibles, puisque là, je vous ai dit, pour mon exemple de Total, vous faites une plus-value de 1 500 €, 5 000 vendus 6 500, et vous dites, bah, donc, j'ai l'abattement, je l'ai gardé plus de 5 ans, donc j'ai un abattement de 65%. Et ben donc, c'est bon, je vais déclarer dans ma case les 35% de mes 1 500 € et plus les prélèvements sociaux, CSG, etc. à 18%, on va arrondir. Et non, vous avez encore d'autres avantages. Après cet abattement, vous allez déduire un ensemble de charges, un peu comme ma profession libérale que j'avais dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que ces charges déductibles? Eh bien, ce sont les frais, par exemple, de garde du titre. Par exemple, vous avez des Total dans votre compte titre, vous pouvez déduire les frais de garde. À peu près, je sais pas, on va dire n'importe quoi, 30 € par an. Donc, vous déduisez, c'est 30 €. Vous allez déduire les droits d'entrée à la sortie. Quand vous avez acheté vos 5 000 € de Total, et oui, vous avez acheté 5 000 € de Total, mais ça a coûté quelque chose. C'est pas gratuit le courtage. Il y a peut-être 50 € de frais. Donc, vous allez déduire ces 50 €. Ouais. Vous allez déduire aussi les droits de sortie. Des fois, il y a des droits de sortie aussi. Vous allez vendre un titre, il y a peut-être 1% de droits de sortie et encore 50 € que vous déduisez. Donc ça, vous le déduisez après l'abattement. Et vous avez aussi la cerise sur le gâteau que peu de monde va vous dire, et ça c'est la base spéciale, vous allez déduire aussi la CSG. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'était imposé aux prélèvements sociaux 18%. Et des prélèvements sociaux, bah, c'est CSG, RDS, etc. Et en fait, sur ces 18%, vous allez déduire 6% environ, c'est un peu plus de 6%, mais j'arrondis à 6%, de ces 18%. On va dire un tiers, pour faire simple. Un peu moins d'un tiers. Un peu moins d'un tiers. Donc ça, vous allez le déduire aussi. Donc le cas échéant, là, j'avais dit,
1500 euros de plus-value, on va dire, allez, 65% d'abattement. On va dire 18%, on va dire, ça fait quoi ça fait 150, ça fait un peu moins de 300, on va dire 280 euros. Ouais, vous allez me dire un tiers de ces 180 euros, de ces 280 euros en plus. On va pas mettre de l'impôt sur l'impôt, c'est ça l'idée quoi en fait. Donc vous allez déduire en plus des droits d'entrée, des droits de garde, des droits de sortie. C'est à peu près à 60 euros quoi. Ouais, on va dire 70 euros. Ouais. Donc en fait, je reprends mon exemple, vous avez bien l'abattement de 65% sur vos 1500 euros de gains. Donc vous déclarez plus que un tiers, ça fait quoi, 450 euros. Et ces 450 euros, je déduis les droits de garde de l'année, je déduis les droits de sortie, puisque ça, c'est pas de la plus-value que j'ai faite, on est d'accord. En fait, c'est logique, en fait. Et je déduis ma CSG aussi, une partie de prélèvements sociaux, puisque je vais pas payer de l'impôt sur l'impôt. Je vais pas payer 18% d'impôt et 30% sur des 18% que je les déduis même pas. Voilà. Et donc, grosso modo, sur les 450, il te restera grosso modo aux alentours de 250 ou 300 grands maxi, en fait, à payer, sur lesquels, en fait, tu seras attaqué. C'est ça, tu as tout compris. Et donc là, vous comprenez que si vous êtes dans une tranche à 14%, et mon exemple d'avant, 14 plus la CSG, ça vous est 32, et ben vous n'êtes plus du tout gagnant. Puisque là, si vous êtes toujours dans la tranche à 14%, vous allez avoir la CSG, enfin les prélèvements sociaux, c'est un peu moins de 18%. Mais après, vous allez être imposé sur votre revenu sur une somme beaucoup plus faible que les 1500 euros de départ. Vous comprenez? Yep. Toujours ce mécanisme. En fait, c'est le mécanisme. En fait, maintenant, vous avez un effet cumulatif en fait de l'abattement plus tous les frais déductibles par rapport donc à vos gains. Ça fait qu'on passe de 65% grosso modo jusqu'à peut-être même, si on cumule tout ça, on va dire, enfin, vous avez 65% d'abattement et peut-être voilà, 15 à 20%, n'est-ce pas, de frais déductibles. Et au final, en fait, vous ne serez taxé que sur les 20% restants, quoi. C'est énorme. Et vous comprenez l'avantage. Là, on parlait de long terme. Vous avez gardé ce titre total, on va dire 8 ans. Votre dividende, chaque année, il va être taxé beaucoup moins, puisque les 500 euros de mon exemple, chaque année, si vous faites la méthode depuis 8 ans, on va dire depuis 8 ans, vous gagnez sur le dividende depuis 8 ans, puisque vous êtes beaucoup moins taxé. Et à la sortie, vous allez être beaucoup moins taxé aussi, puisque vous avez tous les abattements. Et ça fait une énorme différence, en fait. Ça fait une énorme différence. On ne s'en rend pas compte comme ça, parce que c'est indolore, en changeant d'option. Non, mais honnêtement, bravo. De toute façon, c'est mieux de faire ça, les gars, que de faire des tontines. Hein. Non, mais je le dis, je connais les miens. Et ça, c'est des mécanismes beaucoup plus sophistiqués qui vous permettent réellement de faire des bénéfices à long terme. Je pense que la plupart des gens adorent épargner. Les Français adorent épargner. Le problème, oui, mais c'est épargnent mal. C'est ça le problème. Mais le problème, c'est qu'ils font les choses de manière assez primitive. Hein. Et personne ne les aide à leur faire comprendre que non, vous pourriez faire les choses de manière beaucoup plus élaborée et passer beaucoup moins, et épargner beaucoup plus, gagner beaucoup plus et enrichir vos familles beaucoup plus longtemps. Les Français adorent épargner. Ça, c'est un fait. Ils adorent surtout l'immobilier locatif. Voilà. Et derrière, c'est juste une culture qu'il va falloir développer en disant, les gars, vous avez déjà le bon terreau, gardez de l'argent, c'est très, très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour travailler cet argent qui dort, entre guillemets? Comment est-ce qu'on fait pour travailler l'argent qui dort? Et c'est là où on a du mal, et c'est là où on fait de la vulgarisation, et c'est là où j'espère, les gars, vous allez pouvoir faire aussi votre part. Votre part, les gars. Ne me laissez pas votre argent sommer dans la banque inutilement en disant, oui, en fait, je les gagne mon petit pactole, un peu comme Picsou, quoi. Je les gagne mon... Oh, les gars, vous perdez, puisque d'un côté, vous perdez toutes les opportunités du marché, et deuxième, vous ne développez pas, et troisième, vous êtes rattrapé par l'inflation cumulative. Parce que quand je parle d'intérêt composé, cet intérêt composé, il marche aussi pour l'inflation. Si vous avez 2% d'inflation et l'année d'après, vous avez 5%, vous ne dites pas j'ai perdu 2 et 5. Non, ces 5%, ils se cumulent aux 2 de l'année antérieure. C'est ça qui est terrible avec l'inflation. Wow. C'est pareil, c'est les intérêts cumulés de l'inflation. Je pense que, Tony, lorsqu'on a le temps, il faudrait qu'on revienne un peu sur les notions de base d'économie comme l'inflation, ce genre de choses. Tu vois? Parce que je pense que c'est pas mal, n'est-ce pas, en termes de vulgarisation, que les gens comprennent un peu l'économie. Et c'est des notions qui ne sont pas réellement mises en avant en France. Je vais te donner un exemple complet de l'inflation et de l'immobilier très intéressant. On va dire sur l'île, les 10 dernières années,
l'immobilier a monté de 60%. Donc vous dites, putain, j'ai gagné 60%. Et non. Pourquoi? Parce que pendant les 10 dernières années, il y a eu de l'inflation cumulative. Et il y a peut-être eu, en inflation cumulative, avec cette année actuelle, il y a peut-être eu 20%. Et donc, en fait, en réel, vous n'avez pas gagné 60%, vous avez gagné 40%. C'est ça. Un exemple complet. Exactement. Puisqu'il faut toujours retrancher d'un placement l'inflation, ce que personne ne fait. Tony, je pense qu'on va plutôt s'arrêter là. On est déjà quasiment à 1 heure. On va s'arrêter là. là. Oui, et puis j'ai encore beaucoup à dire. Exact. On va faire une deuxième vidéo. T'inquiète pas, de toute façon, c'est tout dépend de toi, mon pote. Mais on va faire une deuxième vidéo parce qu'il faut rendre les choses quand même digestes. C'est ça. On va faire une émission de 2 heures là-dessus. Je vous garantis, on perd tout le monde. Moi, je le perds donc assez facilement. Vous avez vu, les gars, cerveau de vieux, les gars, 40 piges, le cerveau, il n'arrive plus à percuter correctement. Donc, d'ailleurs, faites gaffe, les gars, vous faites du poisson là, parce que moi, je vous dis, ça arrive plus tôt que vous ne le pensez. Quoi. Ah bon, je me suis levé un matin, mon pote. J'ai peur du jour où je vais me lever, je vais me poser la question, mais en fait, tu t'appelles comment quoi? Là, je me suis dit, les carottes sont cuites. Non, mais c'est vrai, mon pote. Des fois, mais je me rends compte avec mon cerveau, quoi. Je me rends compte que il n'est plus aussi réactif qu'il était avant, quoi. Avant, j'étais vide d'esprit à un point. J'étais très, 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 très vide d'esprit, quoi. Et là, maintenant, j'ai besoin de 3-4 secondes, en fait, pour percuter, quoi. Et là, je me dis, ah ouais, putain, tu es en train de vieillir, mon pote. Et peut-être, ouais, je le dis honnêtement, peut-être qu'il va falloir que j'aille voir un médecin. Parce que là, je pose des questions assez. Je me pose des questions, voilà, qui me poussent à être un tout petit peu anxieux, quoi. Parce que je m'interroge quand même. Je m'interroge. Donc, les gars, prenez soin de votre santé. Hein. On parle d'argent, on parle de tout, mais à la fin de la journée, les gars, la santé, c'est la clé. Hein. Si vous n'avez pas de santé, vous pouvez faire tous les plans sur la comète. Sans la santé, les gars, vous n'allez pas très, très loin. Et comme disait Tony, les gars, la meilleure façon d'entretenir son cerveau, et c'est aussi pour ça que j'aime faire cet exercice avec Tony, c'est pour ça que je me cultive. Si vous voulez travailler à garder une bonne santé cérébrale, les gars, vous devez faire travailler le cerveau. Vous devez lui donner à manger et à boire. Vous devez le soumettre à un exercice quotidien, voilà, de réflexion, de travail mental, quoi. Il doit bosser, quoi. Et c'est tout l'intérêt, n'est-ce pas, de la finance. C'est que moi, par exemple, j'apprends. Et donc, ça pousse mon cerveau, n'est-ce pas, à créer ces connexions neurologiques. Neuronal ou neurologique, je sais pas. Bref. Neurologique, mais tu as une marge de progression, puisqu'en fait, je ne crois pas vraiment qu'on perde et qu'on puisse plus regagner derrière. Je pense que les synapses du cerveau, etc., tout ça, ça peut se recréer, j'en suis persuadé. Exact. On voit des gens qui reprennent leurs études tard et qui redeviennent des cerveaux. En fait, ils avaient un potentiel, ils ont arrêté, et ils reprennent leurs études tard, et boum, ils arrivent à valider le truc. Donc, je pense que tout ça peut se retravailler. Lisez, instruisez-vous tout le temps. Je te laisse la parole de fin pour la fin de la première. Oui, on va attaquer la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, la seconde et fin de partie. Exactement. Avec des exemples concrets. Et je vais donner aussi un exemple de ce que vous ponctionne sur un placement avec des intérêts composés, un placement fixe. Donc, en l'occurrence, un PEL qui donne un gros dividende. J'ai eu un cas concret. Et comment, en fait, ce prélèvement à 30% chaque année sur un PEL avec un gros rendement, par rapport au réel, par rapport au système que je viens de donner, peut vous bouffer des milliers d'euros sans vous rendre compte chaque année. Je vais vous donner vraiment un exemple concret. Super. De mon entourage. Super. Franchement, merci. Parce que voilà, à la fin des comptes, il faut que je monnaie ça et que je vous montre ce que vous perdez. En fait, là et là, ça va parler. No society. Ça marche. Tony, merci pour tout, vieux père. Tu passes un je t'en prie. Et on merci, excellent week-end à toi et on se voit bientôt. Ciao. Exactement. Ciao, ciao, vieux père.